Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Saga Africa, un rendez-vous 100% Maroc puisque les trois profils que nous allons vous présenter vivent ici et justifient chacun d'un parcours très intéressant. On commence avec Gilles Sindila, originaire du Congo-Brazzaville. Gilles s'est spécialisé dans la communication digitale avant de devenir directeur associé d'une entreprise très florissante. Cet homme ambitieux et très créatif a non seulement réussi à se faire un nom dans son domaine, mais a réussi à hisser sa structure au rang de référence. Regardez. La conversion professionnelle de Gilles Sindila est celle d'un homme qui vit avec son temps. Venu au Maroc pour des études en commerce international, ce directeur d'entreprise a finalement emprunté la voie de la communication digitale, un domaine auquel il s'intéresse très tôt, pressentant l'importance qu'il prendrait de nos jours. Sa spécialité, augmenter la notoriété des structures qui font appel à lui et leur permettre ainsi d'augmenter leur part de marché. Il y a un domaine qui est totalement différent de ce que j'ai fait comme formation parce qu'à la base, moi j'ai fait commerce international. Ensuite, en fin 2008, début 2009, j'ai commencé à m'intéresser au digital. Après, je reconnais que c'était assez nouveau au Maroc. C'était vraiment deux nouveaux métiers qui se créaient autour du digital avec l'avènement des réseaux sociaux et tout. Mais je me suis beaucoup intéressé à ce qui se faisait. J'ai rejoint une agence digitale en 2009 pour laquelle j'ai travaillé comme chef de projet. Et donc on était dans tout ce qui est lié à la création de sites internet, développement d'applications mobiles, promotion sur internet, etc. Branding, publicité, marketing digital, développement. Le champ d'action est large et pour satisfaire les clients en attente de retombées immédiates, il faut savoir mettre en place les bonnes stratégies. Homme d'action, Gilles Sindila ne laisse rien au hasard lorsqu'il s'agit de digital. J'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'un des métiers du digital qui est le média. Alors, le média qui est différent des médias classiques qu'on peut connaître, mais ce qu'on appelle le média dans le digital, c'est tout ce qui est lié aux campagnes publicitaires. Il y a différents types de campagnes, que ce soit pour de la notoriété, du branding ou pour des besoins de performance, quand on est par exemple avec des clients qui veulent vendre des produits sur Internet ou qui recherchent des prospects. Et donc aujourd'hui, on arrive quand même à assurer sur ces deux leviers, que ce soit sur de la perf ou sur du branding. Et donc voilà, donc franchement, je pense et nos clients le disent, on est quand même une référence sur le marché. Plus que 3 quarts d'heure avant son premier rendez-vous de la journée. Le planning est plutôt chargé aujourd'hui, mais avant toute chose, Gilles doit faire le point avec son équipe. Cette réunion hebdomadaire permet au directeur d'avoir une idée globale de tous les chantiers en cours et de les classer par ordre de priorité. Sa garde rapprochée est formée de 4 responsables. Chacun gère un portefeuille client et veille à mener à terme les projets dont il est chargé. Le but de la réunion, c'est déjà de faire le point sur la semaine dernière déjà, mais surtout sur les encours de la semaine en cours. Donc qu'est-ce qu'il y a à livrer, c'est quoi les urgences, est-ce qu'il y a des éléments qui ont besoin de validation, est-ce qu'on est à la traîne sur certains aspects. Donc c'est dans un premier temps cette partie qu'on essaie de traiter, et ensuite s'il y a des nouveautés, ouais, effectivement on aborde le sujet, on essaie de voir ce qu'il y a de nouveau sur le marché et ce qu'on pourrait implémenter dans nos campagnes. Donc, voilà. Échange de briefs, état d'avancement des campagnes, Gilles est mis au courant de tout et donne ses conseils pour optimiser les rendus. Les affaires marchent plutôt bien, personne n'a à se plaindre. Et ce qui motive particulièrement, c'est la bonne ambiance qui règne au sein de la team. Un esprit d'équipe cultivé par Gilles et qui a trouvé écho en tous ses collaborateurs. Si tu te poses avec lui juste 5 minutes, tu vas apprendre un truc, certainement. Du coup, si vous voulez, c'est le garant de cette petite famille, comme j'ai dit. Du coup, s'il y a un problème, s'il y a un truc qui ne va pas, soit avec nos clients, soit un truc qui ne va pas en interne, on part chez lui, on en discute et au final on trouve des solutions. Si on a un problème, si on est en train de faire des stratégies, on a besoin d'un avis plus mûri, on va toujours vers Gilles pour avoir son avis, pour avoir ses conseils. Donc il est toujours là pour nous coacher, pour nous diriger dans notre travail. Juste avant de quitter, Gilles se rend dans le bureau de son associé le temps d'un bref compte rendu sur ce qui a été décidé lors de la réunion.
Les deux hommes se connaissent depuis longtemps et pilotent l'entreprise avec leur troisième acolyte. On a rencontré Gilles au début, il nous a rejoint en tant que collaborateur, il était en charge de content. On a été vraiment intéressés par l'expérience qu'il avait eue auparavant. Et donc du coup, voilà, on a été très rapidement un peu charmés par le profil et les compétences. Et au fur et à mesure qu'on a collaboré ensemble, on a vu qu'il y avait énormément d'opportunités sur ce marché et que voilà, on pouvait faire de très belles choses ensemble. Sa carrière avec nous, Gilles, comme je l'ai dit, a commencé dans le contenu, mais on a très vite commencé à explorer les sujets liés aux médias, au media buying, au conseil en achat média, au SEO, etc. etc. Et ça a pris des tournures qui sont quand même assez intéressantes, très intéressantes, par la création de Médiamatic en 2015. Et donc aujourd'hui, je pense que Gilles a pris les rênes de cette filiale. Et je pense qu'ils font du super bon travail. Ils se sont très vite positionnés comme un acteur extrêmement important sur le secteur. Et tout le mérite lui revient quelque part. Je veux dire, il a de quoi être fier. Les grandes lignes de la semaine sont connues, aucune objection n'a été soulevée d'un côté ou de l'autre, le programme peut être lancé. Il est temps pour Gilles d'entamer la seconde partie de sa journée, en d'autres termes, aller voir ses clients. Gilles, aujourd'hui, il a une des meilleures agences digitales d'achat. Hein. Il y en a plusieurs, mais il n'y en a pas énormément sur le marché. Donc ça fait plusieurs années qu'il est sur ça. Ils sont bien positionnés et spécialisés dans l'achat média, programmatique, etc. Et donc par défaut, nous aujourd'hui, en tant que support de presse, on vend donc de l'espace publicitaire, parce que c'est un peu le business model. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas moyen de faire notre business model avec du contenu payant. Donc, on est obligé d'aller vers les personnes qui ont les budgets d'achat média. Très souvent amené à acheter des espaces publicitaires pour ses clients, Gilles se rend à la source pour négocier des deals annuels. Par source, il faut entendre les différents supports médiatiques digitaux du marché. Vu la fréquence des campagnes marketing, il est mieux d'acheter à prix de gros, comme on dit, pour pouvoir ensuite obtenir des réductions intéressantes. Aujourd'hui, 80% de ces budgets-là passent par les agences spécialisées. Médiamatic en est une. Donc par défaut, nous, on se doit d'avoir la meilleure relation possible avec ces agences-là. Avec Gilles, on se voit assez régulièrement, une petite fois par trimestre. Et puis là, c'est l'occasion, fin d'année, de faire un peu le point sur l'année prochaine, l'année 2020, parce que l'année 2019, bon, pour nous, c'était un petit peu un lancement. Mais 2020, c'est vrai qu'on a de grandes ambitions et on espère pouvoir se développer à notre rythme. Donc voilà, un petit peu la relation qu'on peut avoir avec Gilles et puis avec Hamza également, qui est son associé. Site internet ou newsletter, Gilles a le choix pour ses insertions publicitaires. Mais dans un environnement aussi concurrentiel que le digital, il faut penser vite et bien. Si quelques entreprises préfèrent traiter directement avec les supports médiatiques, la plupart trouvent un intérêt dans le fait de passer par des agences comme celle de notre homme. L'éditeur nous vend de l'espace. Généralement, comme dans tout business, quand on achète un volume, plus on en achète, plus on a des dégressifs, plus on a des gratuités qui sont offertes, etc. Donc c'est plus intéressant pour nous, en sachant que nous passons plusieurs campagnes sur l'année sur ce support. C'est plus intéressant de négocier en amont un volume global parce qu'on a un dégressif beaucoup plus important. Ils nous offrent des gratuités aussi, de gros volumes de gratuités. Et ensuite, on a toute la latitude pour le dispatcher au cours de l'année sur les différentes campagnes. C'est un support avec lequel on travaille assez régulièrement, donc on peut se permettre d'aller sur des deals annuels. Donc on le fait avec certains supports. En négociant bien, les prix des espaces publicitaires peuvent baisser de 30%. En négociant mieux, il est possible de gratter un petit peu plus. C'est là qu'il veut arriver en optant pour de gros volumes. Le meeting prend fin, le deal semble être conclu aux 3/4. Pause déjeuner avant la reprise. Accompagné de 2 collègues, Gilles se rend dans un restaurant situé non loin de son lieu de travail. Les 3 y ont leurs habitudes. Le meeting prend fin, le deal semble être conclu aux 3/4. Pause déjeuner avant la reprise. Accompagné de 2 collègues, Gilles se rend dans un restaurant situé non loin de son lieu de travail. Les 3 y ont leurs habitudes. Le
L'endroit est tranquille, ils vont pouvoir manger et probablement parler affaires en même temps. L'agence où Gilles travaille, en fait, ils sont partenaires et experts dans plusieurs plateformes. Et moi, en fait, je suis digital manager dans une agence de com. Donc, quand j'ai intégré, c'était pas un département qui est déjà créé, etc. Donc, la majorité des plateformes qui demandent une expertise un peu spéciale, on l'a sous-traité chez eux. Le temps de créer le département, d'avoir les ressources nécessaires pour ceci. Et donc, on continue à collaborer ensemble dans ce sens. À chaque fois qu'on a un besoin un peu spécifique pour une interface nouvelle ou qui demande beaucoup de technicité, donc on la sous-traite chez Gilles. Le repas va bon train. Il est vrai que l'on négocie mieux le ventre plein. Et pour Gilles, à la fois workaholic et épicurien, cuisine italienne et business forment l'accord parfait. J'adore la cuisine italienne. Je suis un vrai fan de cuisine italienne. Et généralement, on vient ici parce que c'est un restaurant qu'on aime beaucoup. C'est calme, c'est cosy, et d'abord c'est bon, ce qu'ils font c'est vraiment bon. Donc généralement on essaie de lier l'utile à l'agréable et on vient ici pour se poser, pour discuter de boulot, mais pas seulement, mais surtout pour se détendre un peu et passer un bon moment. Ouais. Donc on aime bien Bako et Vénéré pour ça. La pause s'achève, Gilles doit poursuivre. Son premier rendez-vous se trouve à Sidi Maarouf. De client en client, on en apprend un peu plus sur les activités de Gilles et leurs ramifications. Dans ce bureau de consulting installé à Technopark, un autre entrepreneur a fait appel à ses services. La structure est spécialisée dans la transformation. En gros, elle apporte son expertise à des corps de métier souhaitant faire le saut dans l'univers digital. On fait appel à Gilles pour nous donner du conseil auprès de nos clients aussi pour toute la partie média. Comme je vous ai dit, nous, on aide nos clients dans des projets de transformation digitale. Donc c'est de la partie consulting en passant par la partie développement et la mise en place de certains outils et dispositifs. Mais il y a en aval toute la partie communication en ligne sur ces dispositifs justement et sur ces plateformes qu'on met en place. Et Gilles vient renforcer notre équipe avec son équipe derrière et justement il nous fait du conseil par rapport à toute la partie médias et communication en ligne sur tout ça et bien sûr avec tout un accompagnement complet sur différentes phases des projets de mes clients. Et là, dans le cas échéant, justement on fait appel à lui en amont pour étudier ensemble l'ensemble des supports où on doit aller. Surtout que le métier de mon client est très spécifique, donc la cible est très réduite. Et justement, à travers son expertise, on sait qu'on va les atteindre via différents canaux. Gilles est là pour prêter main forte et fournir les outils complémentaires dont son collaborateur a besoin. D'ici quelques jours, il reviendra à lui avec une proposition. En fait, Amine, c'est un partenaire avec qui nous travaillons depuis 5 ans maintenant. Lui, il intervient en amont auprès de ses clients parce qu'il est spécialisé dans la transformation digitale. Donc tous les clients qui veulent amorcer ce processus passent par lui. Et ensuite, lorsqu'ils déploient leur présence sur Internet, Amine fait appel à moi pour les accompagner justement dans leur stratégie digitale et pour promouvoir justement les dispositifs qu'ils déploient sur Internet. On est en train de sceller un deal parce qu'il a un nouveau client qui vient de développer une application mobile. C'est un client qui a une cible très restreinte et assez particulière, difficilement accessible sur Internet. Et donc du coup, c'est un projet un peu complexe, mais il y a toujours moyen d'arriver à de bons résultats. Dernier rendez-vous de la journée, enfin s'il en veut. Nous nous trouvons dans les locaux avec qui Gilles traite régulièrement. Dans cet endroit à la déco milléniale, Gilles se sent comme chez lui. Autour, tout le monde s'active pour la fin de l'année. L'une des périodes les plus denses en termes de demande. Même topo pour Gilles qui est sur place pour conclure les derniers marchés de 2019. Ça fait un peu plus de 2 ans que je travaille avec Gilles. En tant que prestataire, donc Gilles est un de mes clients en agence de communication.
Pour expliquer les choses clairement, Gilles achète pour le compte de certains des clients qu'on a en commun de l'espace publicitaire sur notre site. C'est un plaisir de travailler avec Gilles parce que c'est vrai que c'est une pointure sur le marché, c'est une référence. Dans le digital, c'est une des personnes les plus anciennes sur ce marché-là. Il a fait ses preuves en arrivant sur le marché marocain. Il a accompagné le marché dans son développement, dans sa structure. Et c'est vrai que c'est une personne avec qui j'aime travailler parce qu'il tire les choses vers le haut. Donc c'est vraiment quelqu'un que je recommande aux annonceurs. En tant qu'agence, c'est un prestataire qui est vraiment sérieux et qui fait le maximum en fait, pour rentabiliser les campagnes de communication de ses clients. Le fait qu'il y ait beaucoup d'acteurs sur le marché, qu'il y ait plusieurs acteurs, simplifie les choses, on va dire d'une certaine manière. La compétitivité fait que finalement les tarifs sont, on va dire, raisonnables, mais en même temps, alors il y a plusieurs canaux même sur le digital, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on achète de l'espace par exemple sur des plateformes internationales, comme sur les réseaux sociaux ou sur des moteurs de recherche, ce n'est pas nous qui fixons ces tarifs, c'est-à-dire qu'on achète du clic et généralement ça fonctionne aux enchères. Ensuite, on a les éditeurs locaux qui, eux, fixent leurs tarifs, mais encore une fois, c'est par rapport au marché. Et quand on finit de parler business dans les bureaux, eh bien on en rajoute une couche, cette fois autour d'une table de billard. Moyen de décompresser tout en abordant les points restants de leur affaire. La journée a été longue pour Gilles, mais là c'est bon, il commence à se détendre. Fitness time, passage obligé par la salle de sport. Ayant déserté la gym pendant une longue période, Gilles a décidé de se reprendre en main il y a 3 mois. Depuis, il vient ici 3 à 4 fois par semaine. Objectif, renforcement musculaire, cardio et abdos pour retrouver une silhouette de jeune premier. Aidé de son coach, il enchaîne les mouvements. Les minutes s'écoulent tandis que le corps reprend du poil de la bête sous le monitoring d'un entraîneur bien rodé. 3 quarts d'heure plus tard, notre homme est épuisé, mais cela valait la peine. Je viens ici 3 fois par semaine en moyenne. 3 fois par semaine. Il y a des semaines où je viens 4 fois, ça dépend de mon planning en général. Mais j'aime bien venir, ça me permet vraiment d'évacuer. Gilles peut déposer les armes, au sport comme au bureau, ne s'arrêter qu'une fois que l'on a terminé et que l'on est satisfait de l'effort fourni. Une méthode qu'il a totalement endossée et qui a apparemment fait ses preuves. Après Casablanca, Berkane avec Noureddine Bachiri, homme d'affaires émérite ayant réussi dans l'agroalimentaire, Noureddine Bachiri est également consul honoraire du Burkina Faso. Ce grand amoureux de l'Afrique aussi entre diplomatie et entrepreneuriat, 2 univers dans lesquels il se retrouve pleinement et surtout qu'il maîtrise très bien. La suite en images. Comme tous les matins depuis qu'il occupe ses fonctions, Noureddine Bachiri se rend au consulat du Burkina Faso à Berkane. Appointé par le président de la République burkinabé, notre homme gère de manière bénévole tout ce qui a trait à l'octroi de documents administratifs, à l'installation des étudiants dans la région de l'Oriental et à l'organisation des visites officielles. J'appelle ça de Berkane au Burkina Faso ou de Berkane à Ouagadougou. C'est une histoire assez pittoresque et assez spéciale. Nous, on est gros transformateur de piment en Moulu. Nous sommes le plus gros transformateur de paprika au Maroc. Donc j'ai repris ce groupe familial qui est leader au niveau de l'industrie du piment au Maroc. Il s'avère que dans les années 2000, il y avait une pénurie de piment au Maroc. Et mon industrie devait bien sûr tourner, vu que j'exporte sur plusieurs pays et aussi sur le marché local. Donc je devais fournir ces contrats et je passais des nuits blanches. Donc il m'est arrivé un beau matin d'envoyer sur un site africain. Je suis la société Interépis est intéressée par l'importation de piments secs que nous, bien sûr, nous transformerons au sein de nos unités au Maroc.
Et 24 heures, j'ai reçu un mail du ministère de l'Agriculture du Burkina Faso qui était intéressé par ce projet, très intéressant aussi pour le monde agricole burkinabé. Donc ils m'ont proposé d'envoyer une délégation une semaine après. Et j'ai reçu ces délégations, j'ai reçu le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, donc c'était un honneur de le recevoir. Et de là, nous avons parlé de ce projet. Ils m'ont invité au mois de mars pour la journée du paysan, qui était organisée sous l'égide du président du Burkina Faso de l'époque. Travaillant en étroite collaboration avec l'ambassade du Burkina Faso à Rabat, Noureddine Bachiri et son équipe veillent ainsi à la bonne marche des affaires diplomatiques sur place. Cette mission remplie avec assiduité reflète également son amitié pour un pays qu'il considère aujourd'hui comme sa seconde patrie. Écoutez, dans le cadre du développement des relations maroco-burkinabé et principalement dans cette région, donc, nous avons conclu aussi des partenariats entre la région du Maroc oriental et certaines régions du Burkina Faso, notamment la région de la boucle du Mouhoun, la région de Kaya. J'invite des présidents de régions burkinabés qui se déplacent dans ma région et aussi au Maroc. Et j'ai pu, par la grâce de Dieu et grâce au président aussi de la région, avoir des bourses d'étudiants. J'interviens aussi au niveau des étudiants qui n'arrivent pas à avoir de place au niveau des universités régionales. Donc j'interviens, grâce à Dieu, vu mon poste en tant que consul honoraire et président du patronat régional de la CEGM. Cela, sincèrement, ça me facilite les tâches et nous avons une bonne collaboration et avec l'université et avec les autorités régionales. Donc, sincèrement, tous les étudiants ici se plaisent. Nous arrivons à leur trouver des stages et parfois même du travail. Là, on a 2 Burkinabés qui travaillent dans de grandes sociétés du BTP. Donc, c'est du public relation, comme on dit, et ça me tient à cœur parce que ces jeunes arrivent quand même dans une région qui est lointaine des centres de décision à Rabat ou Casablanca. Ils sont seuls sans leur famille, donc je suis modestement leur second père dans la région et bien sûr ils le savent, ma porte est toujours ouverte. Aussi, nous divulguons aussi les traditions burkinabées, l'art culinaire burkinabé. Donc il n'y a pas une réunion où je ne parle pas du Burkina Faso. Œuvrer dans la diplomatie est l'une des passions de cet homme très ouvert d'esprit et grand globe-trotteur devant l'éternel. Ce qui a débuté par un heureux hasard s'est raffermi au fil du temps pour devenir une évidence. Nous sommes 3 personnes à plein temps parce que ça demande beaucoup de travail. Vous savez, le consul honoraire, c'est à titre honorifique, mais ça a beaucoup de charges, il y a beaucoup de courriers. Nous suivons aussi les informations que nous envoyons à l'ambassade. Nous envoyons aussi beaucoup d'informations à l'ambassade, à certains ministères aussi au Burkina Faso. Donc c'est une activité quand même assez intense qui prend du temps. Hein. Donc il faut le faire sérieusement et honnêtement, il faut aimer ça parce que vous savez que c'est que du bénévolat à 100%. Donc moi je ne reçois aucune rémunération du Burkina Faso. Je le fais bénévolement. C'est purement du bénévolat, il faut avoir la fibre du bénévolat quand même. Voilà, et ça me tient à cœur de gérer ce consulat. Et aussi je remercie par l'occasion son Excellence Monsieur le Président Roch Kaboré qui a pu me reconduire et qui me fait énormément confiance. Donc c'est une lourde charge, une lourde responsabilité vis-à-vis de ce pays qui m'honore sincèrement. Voilà. Un homme, 2 casquettes. Nous nous trouvons dans l'usine d'Interoil. Cette entreprise de traitement et d'exploitation d'épices est en fait une affaire familiale vieille de 90 ans. Menée aujourd'hui par Noureddine Bachiri et son frère Jamal, la structure alimente des milliers de commerces à travers le royaume en piment rouge, safran et autres condiments utilisés en cuisine. Ce lieu embaumant les riches aromas de la gastronomie marocaine est la fierté de ses héritiers. Lorsqu'il a terminé avec le consulat, Noureddine vient généralement ici pour superviser les différentes chaînes de production. On travaille à peu près 50% à l'export et 50% sur le marché local. Donc sur le marché local, nous avons 2 canaux de distribution, de circuits traditionnels, c'est-à-dire les grossistes, les épiceries, et le circuit de la GMS, les grandes et moyennes surfaces.
Donc nous sommes présents sur le territoire marocain sur les deux canaux de distribution, à savoir le traditionnel et les grandes surfaces. Donc nous couvrons pratiquement tout le territoire marocain. Nous avons une flotte de 40 camions qui distribuent nos produits à travers le Maroc. Nous avons des dépôts régionaux, Fès, Tanger, Rabat, Casablanca et Agadir et bientôt Dakhla. Donc nous couvrons pratiquement tout le Maroc. Sur l'export, nous couvrons à peu près une dizaine de pays. Et donc notre cheval de bataille, c'est le piment. Et on est vraiment connu au niveau mondial. Étant donné qu'on est mitoyen sur la frontière avec nos frères algériens, nous facturons énormément sur ce pays qui nous tient à cœur, puisque les premières exploitations de notre compagnie ont eu lieu à travers l'Algérie et à partir du début de notre belle histoire. Donc c'est un marché où nous sommes toujours présents et où notre marque est présente depuis bientôt, disons, 85 ans. Ce sont des femmes qui tiennent l'endroit. Ces ouvrières habiles veillent chaque jour à ce que tout marche comme sur des roulettes. Embouteillage, empaquetage, pesée, conditionnement, pour ne citer que ces étapes. Entre l'homme d'affaires et ce lieu existe un lien indéfectible, mais bien avant cela, il faut y voir le rêve de son père, un rêve repris et fructifié par le duo frère. Cette boîte a 90 ans et je suis fier de la porter. Et j'espère que mon grand-père et mon père voient ça là-haut. C'est une lourde responsabilité de porter ça, donc la continuité existe. Comme je vous ai dit, on dit que la troisième génération dilapide, mais ce n'est pas notre cas. Et les couleurs sont restées intactes depuis 90 ans. Donc la célèbre marque Swarovski, qui se trouve en Autriche, a aimé les couleurs et actuellement se trouve dans un verre en cristal au niveau de cette belle maison qui se trouve en Autriche, au niveau du musée en Autriche. L'usine fonctionne 24 heures sur 24 en 3 shifts, histoire de maintenir l'approvisionnement à flot. Interoil, c'est aussi 18 tonnes de piment rouge et 10 tonnes d'épices transformées par jour. Pour les 120 personnes employées ici, c'est toute une organisation et des procédés à mettre en œuvre pour arriver aux objectifs quotidiens. C'est une étiqueteuse, donc on est arrivé à une grande quantité qui est assez importante. Donc on ne peut plus faire malheureusement manuellement l'étiquette, donc c'est ce qu'on appelle une étiqueteuse, et qui nous fait des millions d'étiquettes par an. Donc c'est une machine qui travaille pratiquement 24 sur 24. Donc c'est un volume assez important et malheureusement on ne peut plus le faire manuellement. Mais on garde quand même, on a la fibre citoyenne, c'est garder les ouvriers. Comme on est dans une région qui est assez sinistrée au niveau emploi, donc notre devoir c'est de maintenir quand même ces emplois au niveau de notre structure. C'est très important. Donc il y a de la fibre sociale, même si on a rajouté des machines, on a automatisé, on est en train de robotiser aussi, mais on garde quand même l'être humain qui est au cœur de notre entreprise. Interoil est aujourd'hui en pleine expansion de son activité, que ce soit au niveau du Maroc comme à l'étranger. La taille de l'entreprise lui permet aisément de couvrir les deux types de demandes. Nordine et Jamal se sont répartis les tâches. Il existe entre les deux frères une véritable symbiose. Donc on est sur 3 types de marchés. Il y a le marché traditionnel, il y a le GMS, tout ce qui est grande surface, et il y a le marché, tout ce qui est CHR, tout ce qui est hôtel et restaurant. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est développement marché local. On a tout un logiciel pour gérer tout ça. Donc on a l'usine, elle existe à Berkane. Donc on a une plateforme sur Casa. Donc on est présent sur pratiquement tout le Maroc. Donc ça, on a un type de zoning. C'est un business qu'on aime beaucoup. Donc on est à la 3e génération. Donc pour nous, c'est un challenge d'aller le plus loin possible. Retour à la maison pour notre businessman diplomate. Ce dernier a choisi d'élire domicile dans une zone éloignée de la ville. Nous sommes à des kilomètres du centre, là où la campagne reprend le dessus et offre le meilleur d'elle-même. En attendant le retour de sa femme, Nordine en profite pour lire un peu et se détendre avant le repas. Originaire de la région, notre homme y est très attaché. C'est sans doute ce qui explique qu'il n'a pas cherché à s'installer ailleurs après ses études. Je remercie mon père, que Dieu ait son âme. C'est grâce à lui où je suis arrivé à cette éducation et sincèrement, je ne saurais jamais trop remercier mon défunt père parce qu'il m'a orienté sur une belle voie,
c'est-à-dire la valeur, la confiance, qui est un capital inestimable. Mais quand j'étais jeune, je ne savais pas pourquoi j'avais quitté mes parents, mais mon père, il savait pourquoi. Donc, je pense modestement avoir fait un super parcours au niveau de ma vie, étant professionnel et étant au niveau familial. Donc, je suis un homme comblé. Et ça, c'est grâce à mon père qui m'a donné le plus beau cadeau, c'est l'éducation. Donc, autour de mes amis, de mes relations, j'accorde beaucoup d'importance à l'éducation. Et voilà. Et pareil, j'ai fait avec ma fille qui suit pratiquement le même cursus que moi. Donc, elle était à Berkane, elle est partie à Oujda, elle a fait la navette. Elle était à Rabat, elle a eu son bac à Rabat. Et après, à l'âge de 16 ans, elle se retrouve à Madrid. Donc vraiment, c'est vraiment le même cursus que j'ai eu. Ma fille a vraiment comment dirais-je, elle a tracé la voie de son père, et ça, c'est grâce à son grand-père. Reconnaissant envers cette ville qui lui a tant donné, Noureddine ne se voit nulle part ailleurs. Pour lui, la présence d'hommes d'affaires dans la région est nécessaire à son développement. J'ai toujours vécu à Berkane et j'ai eu la chance d'étudier, comme je vous l'avais dit, dans une mission française, parce que c'était une ville où il y avait beaucoup de colons à l'époque. J'aime pas ce terme colon, il y avait, disons, le protectorat français ici. Et donc mon père tenait à ce que j'ai une excellente éducation, puisqu'il travaillait avec beaucoup de Français. Et c'est là où il avait repris d'ailleurs l'entreprise dans laquelle nous sommes. Il était associé avec un Français. Donc il était vraiment à cheval sur l'éducation française, c'est-à-dire avoir la valeur, être polyglotte, parler plusieurs langues. Et moi j'étais jeune, je ne savais pas ce que c'était, parce que quitter le cocon familial à 7 ans, c'est très très difficile. Enfin rentrée du travail, Nezha, l'épouse de Noureddine, s'installe à son tour en compagnie de l'une des stagiaires de l'entreprise. Il n'est pas rare que le couple prenne sous son aile les jeunes recrues, surtout lorsqu'elles sont d'une autre localité. Une manière de les mettre à l'aise. Également chef d'entreprise, Nezha partage la même vision que son époux en termes de management et de ressources humaines. Je vous avais parlé tout à l'heure de ma première vie avec mon père. Et là, je vous montre ma vie avec ma chère épouse, qui est sincèrement grâce à mon épouse. Derrière la réussite d'un homme, ça je suis convaincu, il y a toujours une femme. Donc je suis ému de le dire, c'est vrai. Et donc une réussite se doit parce que vous avez des gens qui vous accompagnent dans la vie, qui vous supportent dans des moments faciles, difficiles. Et donc une partie de ma réussite, je la tiens à mon épouse. Il faudrait la remercier. Je parle en toute sincérité, je suis très ému de le dire. Et c'est la vérité. Hein. Après, ça fait à peu près 30 ans qu'on est mariés. Et voilà, donc tout ce beau cursus que j'ai fait, c'est en partie grâce à elle, et parce que le monde des affaires est très difficile. Des fois, vous savez, il y a des gains, il y a des pertes, il y a des réussites, et donc c'est très important. Donc les hommes d'affaires, en général, qui ont réussi, ils doivent remercier leurs épouses, parce que c'est comme un coach. Dans les moments difficiles, ils sont avec vous. Dans les moments faciles, ils sont avec vous. Et tout ça, c'est une belle expérience de la vie, voilà. Après un brin de causette, c'est le moment de dresser la table. Comme dans toutes les familles, c'est l'occasion de partager un peu les nouvelles de la journée. Activités, projets, déroulement de la production, il y a beaucoup à dire. Complémentaires et exerçant presque le même métier, les deux époux se comprennent à demi-mot. Mon mari, c'est quelqu'un qui est très ouvert, que je l'aime beaucoup. Il m'a permis d'être épanouie dans ma vie professionnelle et ma vie actuelle. Il m'a permis de peindre mes tableaux, d'apprécier mes tableaux. Il m'a permis aussi d'être ouverte sur le monde. C'est quelqu'un qui m'accompagne dans tous mes activités. On parle beaucoup, on discute beaucoup entre nous. Ici à Berkane, on n'a pas des endroits culturels pour aller changer un petit peu les idées, mais par contre, quand on rentre à la maison, on discute sur des sujets qui concernent le monde du travail, qui concernent le monde de la société, le monde politique aussi. Lui, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les gens,
Sa maison est toujours ouverte et on reçoit beaucoup de personnalités. Ça lui a permis aussi pour lui d'être épanoui dans sa vie actuelle. Parmi les endroits clés de Noureddine Bachiri à Berkane, cette association à vocation écologique et humanitaire baptisée Hommes et Environnement. Créée en 1993, elle a pour vocation la protection de la nature au sens large et l'aide aux personnes défavorisées. Vous voyez quand même qu'en quoi Berkane, c'est un point de chute assez important pour nos amis africains. Et je salue cette association L'Homme et l'Environnement qui est présidée par M. Najib Bachiri, un cousin. On a la fibre patriotique. Vous savez, c'est des gens qui viennent ici sans un sou, sans vêtements. Et il les a pris et il leur a donné des logements, des sous. Et c'est une association très active. Et voilà, donc il y a des gens qui ont fait un très beau parcours. Nous avons des artistes. Il y en a qui ont pu revenir au Cameroun, au Ghana, au Nigeria. Et donc je trouve que c'est une action citoyenne et très humaine. Implantée dans une ancienne cathédrale, l'association où nous arrivons hors des heures de travail a décidé d'intégrer la question migratoire à son champ d'action en promouvant les talents artistiques des migrants. Un regard positif et assez loin des clichés. Je vous ai ramené au sein de cette belle église. C'est la signification d'un mélange entre l'islam et le christianisme. Et Berkane était une terre connue pour ce mélange entre le christianisme. D'ailleurs, j'étais en face à l'école et le catéchisme se faisait ici. Donc il y avait des cours de catéchisme ici au niveau de cette église. Et donc ça me ramène à peu près 50 ans en arrière avec mes camarades qui sont hélas en France. Donc c'est la première église de Berkane qui est bientôt au centenaire, qui a été construite et les résidents citoyens français venaient prier ici le dimanche. Voilà, beaucoup de mariages se sont faits ici au sein de cette église de Berkane. Également propriétaire terrien, Noureddine Bachiri s'est lancé dans la production de mandarines. Accolé à sa propriété, son verger constitue un genre d'exutoire, un rappel à une nature qu'il apprécie. Avec les pluies de cette année, la récolte semble prometteuse. Oui, la clémentine de Berkane, c'est une des meilleures clémentines au monde, et je pèse mes mots. Très belle clémentine, très réputée. Et le label de Berkane est connu au niveau mondial par sa gustativité, par sa teneur en jus et par sa teneur en sucre. Et c'est une orange très réputée à l'échelon international. Jouissant d'une bonne réputation, la mandarine de Berkane se positionne facilement sur le marché, y compris à l'international. Mais pour Noureddine, les raisons qui ont motivé son lancement sont d'ordre affectif. Au milieu de cette nature, ce Berkanais pur jus rené, plus fier que jamais de ses racines. Comme vous le voyez, on a, alhamdoulilah, cette année une très bonne récolte par rapport à l'année dernière parce qu'il y a eu des problèmes de sécheresse. Et cette année, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, nous avons une excellente production, une excellente productivité. Et comme vous voyez, ce produit sera exporté sur plusieurs pays, notamment la Russie, les États-Unis, l'Europe. Et voilà, donc on va récupérer ce qu'on a perdu la campagne dernière. Comme quoi, il faut toujours espérer et croire en la force et la foi de Dieu. Très heureux d'être dans cette belle propriété. Et c'est d'ailleurs là où j'ai construit ma résidence principale, où je fais mon sport, où je me ressource, où je pense à mes aïeux, à mon grand-père, à mon père. C'est grâce à eux que je suis là. Et voilà, ça respire la joie et le bonheur. Pour la troisième partie de cette émission, j'ai choisi de vous présenter une artiste peintre d'origine sénégalaise. Fatma Benkirane est née à Saint-Louis, une ville située au nord du pays. Après avoir passé ses premières années, elle déménage à Fès avec ses parents. Sa passion, l'impressionnisme et le semi-figuratif. Je vous laisse découvrir cette femme aussi flamboyante que talentueuse. Fatma Benkirane est une voyageuse née dont les toiles sont une fusion entre les contrées visitées et un monde tiré de son imaginaire. Avec l'impressionnisme et le semi-figuratif comme ligne conductrice, cette artiste crée une confusion ordonnée d'éléments appliqués au gré du hasard, pour reprendre les mots des critiques. Alors l'histoire, c'est que depuis que j'étais toute petite,
j'ai toujours été attirée par les couleurs. En fait, je viens d'une famille de maroquinerie. Mes grands-parents, arrière-grands-parents travaillaient dans le cuir, la dorure, la peinture, quoi. Du cuir, on avait toutes les couleurs dans l'usine de mon père. Et donc, je m'amusais à coller toutes ces couleurs et à faire des petits personnages, plein de choses, quoi. Et comme ça, bon, à l'école, bien sûr, je faisais de la peinture, je faisais du dessin aussi et tout ça. Et j'ai continué comme ça. Bien sûr, en cachette, je faisais de la peinture sans montrer mon travail. Ce n'est qu'en 2003 que j'ai commencé à exposer. Donc, c'est là où tout le monde a su que je faisais de la peinture. Dans son atelier, elle ose le rêve. À mi-chemin entre voyage et inspiration onirique, ses émotions se déversent au-dessus de la toile comme une succession d'informations sur ses origines, des scènes de son enfance ou encore les captures d'une réalité bien à elle. Réalité faite de couleurs et reflétant son métissage. Quand on travaille, au début ça bouillonne. Moi, ce qui m'arrive, ça ne me prend pas comme ça de commencer à travailler. C'est-à-dire que j'ai des périodes où j'accumule plein d'informations. Ayant fait de la peinture sa source de paix, Fatma Benkiran est elle-même devenue un réceptacle d'images. Images qu'elle collecte avant de les restituer à sa manière. Ne rien garder à l'intérieur de soi car l'art sera toujours une question de partage. Une forme de pensée dont elle tire également son inspiration. Je peux aller me promener par exemple sur la plage, découvrir un petit morceau de bois, accumuler plein de choses que je ne sais pas qu'est-ce que je vais en faire au départ. Mais une fois tout est bien classé dans ma tête et tout ça, c'est le moment où je commence à travailler. Si le travail de Fatma Benkiran raconte des histoires, il est aussi un cumul d'interrogations philosophiques liées à l'univers. L'éphémère, le visible et l'invisible, le bien, le mal, l'altérité, déclinées au gré de sa sensibilité et surtout de son riche vécu. Son engouement pour l'impressionnisme lui permet ensuite de mêler les teintes au maximum ou de jouer sur les contrastes. Quand on voit mon tableau, c'est pas moi uniquement qui fais ce tableau, c'est moi et celui qui le regarde. Donc chaque personnage qui regarde mon tableau en fait un tableau différent. Voilà, donc ça dépend de son passé, de son vécu, de ses expériences, de ses frustrations, de ses passions, etc. Dès qu'il voit mon tableau, eh ben, ça accroche. Dès que ça accroche, on voit un endroit où on peut s'introduire finalement dans ce tableau. On peut rentrer et nous balader, nous promener. Et c'est ça qui fait le charme de mon style de peinture. Celle qui a exposé à maintes reprises à l'étranger a toujours vu dans l'art un symbole d'unité ainsi qu'un doux retour à l'enfance. Alors c'était en 2014. C'était une expérience extraordinaire que je n'oublierai jamais parce que j'ai découvert l'art vraiment au vrai sens du mot. C'était une sélection parmi 700 candidats et c'était le IN de la Biennale de Dakar. C'est là où j'ai participé. La plupart de ces toiles mêlent papier, poudre de marbre, cire et pigments naturels. Un mélange complexe qui facilite des créations en relief, à la fois rugueuses et poreuses comme des murs. C'est le cas de cette œuvre sélectionnée pour la Biennale de Dakar en 2014. Ce tableau, c'est le tableau qui m'a permis d'être sélectionnée à la Biennale de Dakar. C'est l'un des tableaux d'ailleurs, mais je l'aime beaucoup celui-ci. J'ai un lien très fort qui me lie à lui. Peinture, cuisine, c'est un peu le même combat pour Fatma Benkiran. L'artiste trouve énormément de similitudes entre les deux activités. Quand elle n'est pas dans son atelier à reproduire les couleurs d'un autre univers, elle s'adonne à son passe-temps favori. Aujourd'hui, elle a décidé de faire honneur à son deuxième pays. Au menu, un délicieux riz au poisson cuisiné à la Saint-Louisienne. Ce pilier de la gastronomie sénégalaise est dégusté tous les vendredis là-bas. Une tradition que Fatma Benkiran a voulu perpétuer en sa demeure. Djen, ça veut dire le tchep, c'est le riz, et djen, c'est au poisson. Poisson, c'est le djen, voilà. Donc je le prépare généralement tous les vendredis ou bien les week-ends. C'est un tchep, je l'appelle métissé comme moi-même. Je mets, avec la seule différence avec le vrai tchep sénégalais, il y a beaucoup plus de légumes. Donc pour moi, il est un peu marocanisé. Et on va goûter ça et vous verrez comment c'est la différence.
La préparation du tchèp prend généralement toute la journée, un peu comme un couscous. À la seule différence qu'ici, la semoule est remplacée par du riz et la viande par du poisson. Fatma Benkiran connaît la recette sur le bout des doigts, normal après toutes ces années de pratique. Moi, je suis née au Sénégal. Donc, mes parents sont rentrés quand j'avais l'âge de 2 ans. Mais dans la famille, à Fès, on le prépare, on vit un peu à la sénégalaise. Le wolof, la cuisine, le tissu africain et tout ça, j'ai vécu dans ça. Donc, et j'ai vu maman le faire. Maman, c'était une grande spécialiste du riz sénégalais et c'est comme ça que j'ai appris, voilà. Au bout de 20 minutes de cuisson de la sauce, c'est au tour du riz. Préhumidifié, ce dernier est arrosé avec le bouillon de légumes avant d'être laissé pour 30 minutes de plus. C'est enfin prêt, la maîtresse des lieux peut à présent servir son plat. C'est prêt. On va à table alors. Voilà. Comme toute ville, Salé a elle aussi ses petits secrets. Le jardin exotique de Bourg-Nadel est l'un d'entre eux. L'artiste, qui en a souvent entendu parler mais qui jusqu'ici n'avait encore jamais eu l'occasion de le visiter, a choisi d'y faire une halte le temps d'un après-midi, histoire de s'inspirer de ses couleurs. Figurant parmi les plus beaux jardins du royaume, l'endroit est un tableau à lui tout seul. J'ai choisi de visiter cet endroit parce que j'aime beaucoup la nature. Et comme vous voyez, c'est vraiment magnifique. Il y a toutes sortes de jardins exotiques. C'est vraiment... Je me sens vraiment en osmose avec la nature. Ça m'inspire énormément dans mon travail. C'est très très important pour moi. Je ne peux pas vivre sans la nature. Arpentant les lieux, l'artiste découvre avec plaisir les différents espaces verts portant chacun le nom d'un pays. Japon, Brésil, Congo, Mexique, la liste des destinations est longue et celle des plantes qu'on y retrouve l'est encore plus. De là d'où vient ma peinture, mon inspiration. Je ne peux pas vivre sans nature, c'est sûr. J'aime beaucoup. Très portée sur le social, Fatma Benkiran se rend aujourd'hui dans un organisme implanté à Rabat et dont la mission est de venir en aide aux immigrés. Formée de plusieurs associations, cette structure multiplie les actions en vue de prodiguer soins, encadrement et formation aux migrants. Ayant sympathisé avec les 2 cofondateurs de l'association, Fatma Benkiran est venue voir dans quelle mesure elle pourrait apporter son aide. Accueillie par l'un des chefs de file de l'organisme, la peintre débute les présentations en retraçant son parcours pour les autres membres du groupe. Puis c'est à leur tour de parler de ce qu'ils font dans leurs circuits bénévoles respectifs. Fatma est bien accueillie. Autour de la table, on apprécie son naturel et sa motivation. D'ailleurs, il est vite question d'un atelier de peinture animé par l'artiste en faveur des migrants. Il y a des moments où toutes ces associations se regroupent pour mener des actions communes. Ces actions communes peuvent être liées à l'accès à la santé, à l'éducation. Voilà, c'est-à-dire un seul projet dans lequel on retrouve toutes les associations pour pouvoir mettre en œuvre ce projet. Tout à l'heure, Alpha a fait une proposition, si elle peut vraiment venir ici dans le cadre peut-être d'un petit projet, essayer de former des enfants, moi surtout comme la jeune américaine a fait ici. Elle est venue ici, elle a formé des petits enfants et pourquoi pas des grandes personnes qui s'intéressent aussi au travail qu'elle fait. La réunion touche à sa fin. Un rapide brainstorming a été fait concernant les projets à venir, projets auxquels la peintre prendra part. Elle est là pour ça. Ils m'ont proposé de faire des ateliers ici et je suis vraiment très contente de pouvoir contribuer, ne serait-ce que par ça, pour améliorer la situation des jeunes subsahariens. Ça va les détendre, ils vont se sentir un peu... De toute façon, l'art, c'est quelque chose qui fait voyager, quelque chose qui rend heureux. Donc, d'une part, ça va être bon pour eux dans ce domaine-là. D'autre part, peut-être qu'on ne sait jamais s'il y a des artistes qui ne sont pas reconnus, qui ne savent pas qu'ils sont eux-mêmes artistes.
peut-être que ça va les aider à le devenir. Curieuse du golf, Fatma Benkiran a toujours voulu s'essayer à ce sport. Invitée à une séance d'initiation cet après-midi, l'artiste peintre s'est rendue au parcours Montgomery de Rabat. Pour sa première leçon, elle est conduite à la zone de pratique des débutants à 3 minutes d'ici. La séance commence par une explication sur le positionnement des jambes et des bras. Posture exacte, écart précis, finalement c'est moins facile que cela en a l'air. Une fois prête, elle peut commencer à swinguer. Cette première séance, vraiment, je suis très contente. Ça s'est très bien passé. C'est un peu compliqué, mais il faut un peu de maîtrise et tout ça. Donc, je crois que je vais m'inscrire. D'autant plus que j'habite pas loin d'ici, à 5 minutes à pied. Donc, je crois que c'est l'idéal. C'est ce qu'il faut faire. La peintre s'est peut-être trouvé un nouveau hobby non loin de chez elle, car allons croire, c'est une expérience qu'elle réitérera volontiers. Ça se passe très bien, on est détendu, c'est vrai qu'il fait un peu frais, il y a du vent, mais on ne le sent pas vraiment étant donné qu'on fait des mouvements. Il y a un peu de marche, il y a tout ça, quoi. C'est la totale. Moi je trouve que c'est vraiment superbe. L'après-midi se termine en bord de mer pour Fatma. L'artiste vient ici pratiquement tous les jours vu que la plage n'est pas très loin de sa maison. Jogging parfois, marche la plupart du temps, elle est dans son élément. Alors cet endroit représente pour moi beaucoup parce que je viens tous les jours pratiquement ici. Je fais une marche, je médite, ça m'inspire énormément. Comme vous voyez, c'est vraiment magnifique. Je suis entre le golfe et la mer. La mer, c'est vraiment extraordinaire. On a le coucher du soleil juste en face. Donc c'est ce qui m'inspire le plus. J'ai choisi d'habiter loin pour pouvoir bénéficier de tout ça. Je n'aime pas trop vivre dans des lieux trop pleins où il y a trop de monde et tout ça. Ça ne m'inspire pas trop. Voilà. Quand j'en ai besoin, j'y vais, mais la plupart du temps, j'en ai pas besoin. Je reste ici. Coucher de soleil, vagues et brise fraîche, tout est réuni pour une fin de journée paisible comme Fatma les aime. Des moments qui l'inspirent et ajoutent encore plus d'harmonie à sa palette. Et voilà les amis, notre émission touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ce moment passé ensemble. Quant à moi, je vous retrouve Inch'Allah le mois prochain pour de nouvelles rencontres ici ou ailleurs. En attendant, prenez soin de vous. Les bisous.